Qui va vous convaincre? C'est votre rendez-vous jusqu'à 21h. C'est la deuxième partie du 120% News. On a 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes de chrono pour convaincre et ensuite débattre. Ce soir, nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. On va reparler de l'affaire Richard Berry, inceste présumé. Attention, il ne faut pas écouter qu'une seule parole, celle de l'accusatrice. Écoutons aussi l'accusé. Louis Boyard, étudiant, l'État condamné aujourd'hui pour ne pas avoir tenu ses engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Tant mieux, c'est bon signe, mais il faut de vraies sanctions et pas uniquement un euro symbolique contre l'État pollueur. Agnès Verdier-Molinier, lobbyiste, analyste des finances publiques, télétravail, laissons faire les entreprises et surtout arrêtons le flicage et le contrôle permanent. Et puis Rokhaya Diallo, qui est essayiste aussi, journaliste, laissons parler les féministes. Toutes les féministes, stop au tir de barrage. Dernière en date contre Camélia Jordana, en une de Valeurs Actuelles d'ailleurs, incarnation de la détestation de l'homme blanc. Ça promet des discussions. Qui va vous convaincre? On va commencer aujourd'hui avec l'affaire Richard Berry, accusé d'inceste par sa fille Colline. Elle a 45 ans. Aujourd'hui, les faits remonteraient aux années 80. Elle poursuit son père pour viol, agression sexuelle, corruption de mineurs. Richard Berry attaqué et qui dément, des allégations qui, dit-il, sont fausses, même répétées 100 fois par voie de presse ou par tout autre moyen, elles ne sont rien d'autre qu'un mensonge. Colline Berry a répondu du coup de nouveau sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Elle renvoie son père à ses mensonges et l'accuse de manipulation. La parole à Geoffroy Lejeune. L'accusatrice parle, elle est relayée, mais il faut aussi écouter l'accusé. 90 secondes pour convaincre, c'est à vous Geoffroy. Écoutez Alain, moi je vais vous confesser aujourd'hui un très grand malaise à l'histoire avec cette affaire Richard Berry. On est en fait évidemment dans le sillage, vous savez, de l'affaire Duhamel, c'est-à-dire maintenant c'est la libération de la parole après, il y a 2 ans, 3 ans, la libération de la parole sur les agressions sexuelles, c'était MeToo. Maintenant on est sur le MeToo inceste et donc du coup c'est la libération de la parole sur l'inceste. Alors évidemment, personne ne va s'opposer à ça. On constate qu'il y a un énorme problème dans la société, que c'est un tabou pour des raisons éminemment complexes, psychologiques, le secret, les familles, etc. Je ne reviendrai pas là-dessus. En revanche, je constate que moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est que je plaide aujourd'hui pour qu'on écoute aussi l'accusé. En l'occurrence, dans le cas de Richard Berry, je suis allé lire, comme tout le monde d'ailleurs, ce qu'il a publié sur son compte Instagram, qui est une défense où en gros il essaie d'expliquer que ces accusations sont connues depuis longtemps, qu'il y a déjà répondu entre guillemets dans le cercle privé, qu'il nie absolument tout. Et moi, ce qui me dérange, c'est la dimension publique de l'accusation, c'est la violence de la charge sur les réseaux sociaux, c'est la manière dont c'est relayé médiatiquement. J'ai le sentiment qu'on est en train de rentrer dans une société où finalement, parce que la justice est impuissante à régler ce genre de problème, on va la rendre d'une autre manière. Ça va être donc le pouvoir de ces fameux réseaux sociaux, le pouvoir aussi de la violence de l'accusation, qui tout à coup met la personne qui est accusée dans une position où elle ne peut plus se défendre. Et je ne crois pas à cette société dans laquelle la vengeance remplacerait la justice. Et en réalité, je pense qu'on est en train de rentrer là-dedans. Moi, ça me fait extrêmement peur. J'ai donc envie, si possible, de garder un peu de calme, d'écouter posément les deux parties et que la justice, dans la mesure du possible, continue à essayer de faire son travail. Eh bien, place au débat. Louis Boyard. En fait, vous avez dit que le problème, c'était la justice qui n'était pas capable de faire son travail et que donc du coup, il y avait les réseaux sociaux qui, voilà. Et en fait, vous n'avez pas véritablement répondu au problème. Il n'y a qu'un violeur sur 100 violeurs qui sont condamnés. Et tout ce mouvement qui venait dire à ces femmes, en fait, on vous croit, ce mouvement, on va pas l'arrêter en fait aujourd'hui. Et si jamais vous voulez arriver à cette société apaisée, alors dans ce cas, il faut plaider pour une justice qui ait plus de moyens, pour que les instructions soient faites correctement, pour que ça arrête de durer pendant des mois et des mois. Et jusque-là, c'est pas encore arrivé. Donc, il faut pas plaider pour la société calme et apaisée. Plaider pour une justice qui fonctionne. En l'occurrence, là, Louis, dans ce cas précis, c'est une accusation qui est très récente. C'est-à-dire que la justice n'a jamais été saisie du problème. Et je précise aussi, pour dire pourquoi j'ai expliqué ça, c'est que Richard Berry, au moment où il est accusé par sa fille, donc on imagine l'horreur absolue dans cette famille, écrit au procureur pour dire, voilà, je veux être entendu. C'est-à-dire que lui, il a une vérité à dire aussi. Et si vous voulez,
ce qui est gênant, c'est l'espèce de balancier, de deux poids deux mesures dans la société dans laquelle on vit, qui a besoin de victimes, qui a besoin de sang. Richard Berry est une personnalité connue, sa fille beaucoup moins évidemment, et évidemment quand cette affaire sort, on a envie de se jeter sur lui beaucoup plus que sur elle, et la manière dont les affaires sont racontées avec cette fameuse libération de la parole fait qu'on se jette tout de suite sur l'accusé. Parce qu'il est connu, parce qu'il est célèbre, parce qu'il a la tête du coupable idéal en tant que personnalité connue. Et il y a de très rares exceptions. Par exemple, il y a quelques temps, Gérard Depardieu avait été accusé d'agression sexuelle sur une jeune fille. Et cette affaire, pour une raison que je n'explique pas, n'a pas fait beaucoup de bruit et elle s'est avérée en fait fausse. Finalement, il n'y avait pas ce qu'on croyait. Bon, et ben en fait, à l'époque, je m'étais dit, il s'en sort bien. Lui, il avait eu la bonne réaction, il avait attaqué en justice et il s'était défendu. Et en fait, Richard Berry, là, dans le cas présent, justement, à partir du moment où il y a une plainte, lui écrit au procureur en disant, je veux être entendu. C'est-à-dire que la demande de justice dans cette affaire précise est la même des deux côtés. Et moi, ce qui me dérange, c'est le côté, j'entends votre argument, évidemment, il n'y a pas assez de violeurs qui sont condamnés et que la justice devrait faire mieux. Mais ce qui est frappant, c'est que en réalité, on constate que l'accusé est condamné avant d'être condamné. En fait, médiatiquement. Exactement. Rokhaya Diallo. Moi, j'ai tendance quand même à me référer à ce qui se passe dans la réalité en moyenne, c'est que de manière générale, les victimes ne sont pas crues. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la plupart des cas, notamment d'inceste, quand il y a une dénonciation de la part de victimes, l'entité familiale, en fait, se ressoude autour de la personne violente. La loi du silence. Et donc, me dire aujourd'hui qu'il faut qu'il faudrait moins écouter les victimes, en tout cas les victimes, les personnes qui sont en position d'accusation, ça m'interpelle parce que je trouve qu'au contraire, on est dans une période inédite où enfin la parole des victimes est entendue et c'est une période qui n'a jamais existé en réalité. Donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est extrêmement important. Alors évidemment, on devrait pouvoir compter sur les institutions de la République pour pouvoir rendre justice. Le fait est qu'aujourd'hui aussi. Et il y a des présomptions d'innocence. Il y a des présomptions d'innocence et puis surtout il y a une prise en charge qui est très mauvaise de ces questions-là. Ouais. Il y a un entourage qui, la plupart du temps, ne soutient pas les personnes qui sont victimes. Mais là, par rapport à ce que dit Geoffroy, on est plus enclin à écouter l'accusatrice et moins la réponse de l'accusé ou les éléments qu'il avance. Pour le moment, on écoute, on a fait état de dit, on écoute pour l'instant, les deux sont entendus, c'est-à-dire que les réactions de Richard Berry, on les a aussi entendues, on sait qu'il a demandé à être entendu par... Est-ce que l'écoute ou l'oreille ne penche pas plus du côté de l'accusé, de l'accusatrice que de l'accusé? La résolution de cette affaire ne se fera pas dans les médias, c'est-à-dire que s'il a demandé à être entendu, il y aura effectivement une instruction et ça se réglera finalement devant les tribunaux. Mais je pense que cette résonance médiatique est nécessaire aussi pour qu'on tienne compte de la gravité de ce qui se passe. En réalité, si on prend par exemple l'affaire récente d'Olivier Duhamel, la plainte finalement a fini par intervenir du fait de l'écho médiatique qui a été donné par d'abord un livre. Donc je crois que c'est quand même important que les médias, malheureusement ça ne peut passer que par des personnes qui ont une forme de visibilité parce que les anonymes en fait n'intéressent pas grand monde, quoi. Agnès Verdier-Molinier. Moi j'ai tendance à me dire qu'il y a un souci par rapport à la loi. Je trouve qu'on devrait en parler plus. 30 ans, ça me paraît finalement trop court et qu'il faudrait aller jusqu'à 50 ans. Voire plus. Alors je sais qu'il y a eu ce débat déjà dans les médias. Certains ont dit non, on ne peut pas enlever la prescription, faire en sorte que ce soit toujours condamnable. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les crimes contre l'humanité qui sont dans ce cas-là. Moi, je pense qu'il faut rouvrir le sujet parce que les enfants, notamment, quand ils sont victimes d'inceste, ne parlent que très très tard. Voilà. Et souvent trop tard. En ce qui concerne Colline Berry, ça serait produit, elle avait entre 8 et 10 ans, et on est donc 37 ans après les faits présumés. Donc c'est prescrit. Oui, mais il y a 30 ans après la majorité de la personne. Mais vraiment, je crois que là, il faut qu'on étende ce délai au moins à 50 ans, voire à plus, voire au moins à la durée de vie de l'agresseur potentiel, parce que il y a vraiment un sujet qui n'a pas été assez abordé dans notre société aujourd'hui, c'est clair, et qu'il faut que ce sujet soit clairement... Mais le déballage médiatique ? Le déballage médiatique, c'est... Avec les accusations d'un côté, la défense de l'autre, via Instagram, via Twitter ou via des interviews dans les journaux. C'est compliqué parce que je pense que d'une certaine manière, par exemple, écrire un livre permet à une personne de parler de ce dont elle ou il ne pourrait pas parler en dehors d'un livre. C'est un peu
une façon de raconter différemment. Peut-être que c'est moins difficile que d'aller tout simplement voir la police. Donc, chacun a sa manière de le faire. Après, on en parle plus pour les personnes connues, évidemment. Mais c'est aussi une chance aussi derrière dans la société pour que les langues se délient et qu'on parle. Parce que c'est un sujet extrêmement grave. Malheureusement, ça arrive. Heureusement, ça arrive rarement, mais ça arrive. Et il faut que dans les tribunaux, il y en a quasiment tous les jours, hein, ou allez, on va dire toutes les semaines, ces affaires qui passent au fil de l'eau et de l'actualité judiciaire, mais parce que ce sont des anonymes. On n'en parle pas, mais c'est courant dans les tribunaux, ces affaires d'inceste, d'agression sexuelle, de viol sur enfants ou autre. Geoffroy Lejeune. La question que pose Agnès, elle est fondamentale. Moi, je reconnais que j'ai pas de réponse en fait sur la prescription parce que c'est quelque chose qui touche à des mécanismes tellement complexes qu'en réalité, ça mérite un débat très long. Je vais répondre juste à Rokhaya sur un point. Vous avez dit c'est une période inédite et donc faut profiter de cette libération de la parole pour entendre ce qu'on n'a jamais entendu. Moi, je vais vous répondre que c'est en effet une période révolutionnaire et comme dans toute révolution, elle a ses excès. Et ces excès, ça peut être la période de terreur. La terreur et parfois des accusations portées à tort et notamment quand la personne est connue. C'est pour ça que je parle de Depardieu volontairement. Quand la personne est connue. Woody Allen aussi. Woody Allen. On peut leur faire un procès très facile qui tout de suite va être répercuté de manière extrêmement violente et le mécanisme que je décrivais de réseaux sociaux, de médiatisation conduit à ce genre de vendetta en réalité qui ne sont plus la justice. Juste pour Woody Allen, il a quand même épousé la fille adoptée par sa femme. Enfin, je sais pas. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que voilà. Il y a une accusation publique aussi, oui, alors bien que sûr. la justice n'a pas suivi derrière. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, quand on regarde les chiffres, les accusations mensongères sont extrêmement peu nombreuses. Elles sont en proportion extrêmement peu nombreuses. De manière statistique, il est très rare que des personnes accusent de manière mensongère des personnes de les avoir violées. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on devrait rester et considérer a priori que la plupart des personnes qui vont intervenir et qui vont accuser des gens, parce que c'est quand même difficile, hein, je veux dire, c'est pas non plus une fantaisie, il faut quand même se représenter ce qu'est la violence sexuelle, la violence sexiste, et ce que c'est de sur la scène publique apparaître comme étant la victime de quelqu'un, même si c'est quelqu'un de connu, et sans, juste pour rapport à la notoriété, s'il n'y avait pas eu l'histoire d'Harvey Weinstein, qui avait cette notoriété, il n'y aurait pas eu le mouvement MeToo derrière. C'est ça la notoriété qui a servi. Juste vous répondre sur le mouvement MeToo, parce que c'est en fait très intéressant. Vous avez, encore une fois, je ne nie pas ce problème. Moi, je vous dis juste qu'à partir du moment où il se passe essentiellement sur la scène publique, il conduit à des dérives qui sont graves et que vous devriez, puisque vous y tenez à ce mouvement, dénoncer quand elles arrivent. Et dans le cas, par exemple, de la traduction en France du mouvement MeToo, qui est arrivé donc après l'affaire Harvey Weinstein, ce qui est très intéressant, c'est que le premier port de Balance ton port en France a été acquitté au terme d'un procès où son accusatrice a été déboutée de ses accusations. C'est intéressant parce que... harcèlement, c'est-à-dire que le propos qu'elle a dénoncé, Sandra Muller, il est avéré, hein, la personne qui a prononcé ce propos ne nie pas, c'est juste par rapport à la notion de harcèlement parce qu'elle est juridiquement encadrée. Mais ce propos-là, il l'a tenu. Mais attendez, moi je vous dis pas l'inverse, je dis pas que ce monsieur est un monsieur bien, je dis juste que sa vie à lui s'est arrêtée. Et que ça a été quand la justice est passée, Sandra Muller a été pour diffamation. A été condamnée, voilà. Oui, pour diffamation. Oui. Je veux dire, le propos qu'elle a dénoncé existe. Oui, mais il y a eu, si vous voulez, derrière, il y a eu ce qui s'est passé du point de vue médiatique, qui a fait énormément de tort à la personne qui était incriminée aussi. Donc c'est aussi ce à quoi il faut faire attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas accusé quelqu'un en inventant une histoire. C'est-à-dire que c'est quand même fondé sur quelque chose qui lui est arrivé lors d'une soirée. Mais là, en ce qui concerne Richard Berry et Colin Berry, on est juste terrible tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé effectivement. Donc il y a le poids de la parole de l'accusatrice et le poids de la parole aussi de celui qui essaie de se défendre. On a l'impression qu'il y a une disproportion aujourd'hui. Absolument, moi c'est en tout cas ce que je plaide, et on n'est pas à l'abri que de temps en temps un accusé soit innocent. Et en fait c'est cette espèce de notion que les réseaux sociaux et parfois les médias oublient, et les déjà tranché aussi, voilà. Et donc en fait on vit dans une société de justice immanente qui a besoin d'une expiation immédiate. Et encore une fois, je n'excuserai jamais évidemment un violeur, jamais un agresseur sexuel. En revanche, le monde qu'on est en train de fabriquer est un monde qui moi me fait peur et qui est, je trouve, révolutionnaire. On a écouté vos arguments, on en a débattu, Geoffroy Lejeune. Voyons maintenant ce qu'il en ressort. C'est l'heure du jugement purement symbolique, jugement médiatique, ce plateau à 4 simplement. Louis Boyard, convaincu ? Écoutez les accusés, bien sûr qu'il faut toujours le faire. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on revient au avant MeToo. En fait, c'est-à-dire, oui, mais attendez, défendez l'innocent. Et donc, du coup, vous avez décrit une période révolutionnaire. Je trouve que c'est une période révolutionnaire et personne ne se réjouit de toutes ces choses-là. Bien sûr, il faut le dénoncer. Pas convaincu, dénoncer, non. mais je suis vraiment qu'à moitié convaincu parce que c'est un retour en arrière. Pas convaincu.
Il n'y a pas de moitié, hein, donc pas convaincu, Ouais, Geoffroy Lejeune. Rokhaya Diallo. Moi, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, le procès ne devrait pas se dérouler, ne devrait pas avoir besoin de l'espace médiatique pour se dérouler. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des leviers qui sont des leviers institutionnels et légitimes. En revanche, je pense qu'il faut vraiment persister à écouter la parole des victimes en priorité. Donc, pour ça, je ne suis pas convaincue parce que... Agnès Verdier-Molinier. Moi, j'aurais tendance à rester neutre parce que sur ce vous pouvez sujet, pas. voilà, c'est ça la difficulté, parce que je suis pas capable de dire qui a tort, qui a raison, et c'est. Qu'est-ce qui est le plus écouté aujourd'hui? C'était juste que défendait Geoffroy Lejeune. C'est le juge qui doit trancher. Je pense pas que les Français non plus aient une opinion aujourd'hui sur l'un ou l'autre, par exemple, dans cette affaire. On écoute plus l'accusatrice que l'accusé. Quand on lit la presse, quand on écoute la radio, quand on regarde la télévision. Franchement, en tant que citoyenne, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'en sais rien, vraiment. Donc, je dirais que je suis pas trop convaincue dans la mesure où je ne crois pas que chacun d'entre nous décide par avance qui est coupable. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas d'avis aujourd'hui et je n'ai pas tranché et j'attends que la justice fasse son travail. Télétravail, ça va être votre tour maintenant de nous convaincre, Agnès Verdier-Molinier. Il est monté en puissance à cause du Covid, parce qu'on voulait réduire la présence dans les bureaux. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, rappelle d'ailleurs que le travail doit au maximum être fait à 100% à distance lorsque c'est possible. Madame Borne et ses inspecteurs sont vigilants que les chefs d'entreprise se le tiennent pour dit. C'est d'abord un appel à la responsabilité. On a aussi identifié un certain nombre de secteurs dans lesquels le recours au télétravail a baissé. Donc on les contacte un par un pour leur demander de se remobiliser. J'ai aussi mobilisé les services du ministère du Travail, notamment l'inspection du travail, qui vont recevoir une instruction aujourd'hui leur demandant d'intensifier leurs interventions en entreprise pour accompagner, pour conseiller, mais aussi pour contrôler et sanctionner le cas échéant. Alors, télétravail, faisons confiance aux entreprises. Stop au flicage. Agnès Verdier-Molinier, 90 secondes pour nous convaincre. Oui, moi je suis très très étonnée de l'intervention de Madame Borne ce matin dans les médias parce que le président de la République nous a dit « je nous fais confiance ». On se responsabilise. Chacun a son rôle à jouer face à cette pandémie. Et là, ce qu'elle nous dit, c'est quoi ? C'est finalement, on revient à ce qui était dit avant. Il faut faire le 100% de télétravail, le maximum de télétravail. Il y aurait des entreprises qui se seraient relâchées, des salariés qui se relâcheraient, qui voudraient retourner sur leur lieu de travail. On va faire des contrôles, on va sanctionner. Et ça, moi, je ne comprends absolument pas quelle est la logique. Pourquoi dire qu'on va envoyer des inspecteurs et pour quelles sanctions ? Parce que dans les textes, on n'a jamais compris quelles étaient les sanctions exactes. Il y aurait soi-disant des mises en demeure possibles, mais les inspecteurs du travail eux-mêmes sont assez embarrassés. Ils ne savent pas trop comment ils peuvent exactement sanctionner, parce que finalement, il y a une liberté d'entreprendre en France. Finalement, ce que dit le ministère du Travail, c'est simplement en fait un conseil. D'ailleurs, quand on regarde dans les pays d'Europe autour de nous, il n'y a aucun pays où il y a télétravail obligatoire, parce qu'en réalité, c'est impossible. Quand vous dirigez une TPE, une PME, où il y a 5, 6, 10 salariés, on sait bien qu'on ne peut pas faire 100% tout en télétravail. Il faut bien quelqu'un pour ouvrir l'entreprise, il faut bien quelqu'un pour recevoir le courrier, il faut bien qu'on se relaie dans les bureaux. Donc là, il y a quelque chose qui est complètement à côté de la plaque par rapport à ce que nous dit le président de la République, et je considère que ça ne va pas avec cette idée de faire confiance. Donc foutons la paix au patron, quoi. C'est ce que ça veut dire. Arrêtons le flicage. Arrêtons le flicage. Louis Boyard. Sur le télétravail, je suis assez partagé parce que, étant étudiant, je sais ce que c'est que de rester enfermé chez soi à regarder quelque chose. Et psychologiquement, c'est très très lourd. Surtout qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Et en fait, parfois, on a le sentiment d'être constamment connecté. Et psychologiquement, c'est très très lourd. Et d'un autre côté, aller sur son lieu de travail, c'est aussi se risquer de se mettre en danger. Il y en a par exemple qui ont la mère, qui est une personne à risque. Et je pense qu'il faudrait laisser le choix en fait, aux personnes concernées, les personnes qui sont mises en danger, c'est-à-dire les salariés. C'est-à-dire autant pour ce qui est de leurs problèmes psychologiques et leur rapport au télétravail, ou autant le contexte familial, ou même être personne à risque. Pour moi, c'est les salariés à qui il faut... Sauf que la ministre dit on va contrôler. Parce qu'aujourd'hui, les patrons ont tendance un peu trop, si je me fie même à des chiffres qui sont donnés, à faire revenir les salariés sur leur lieu de travail, ce qui va à l'encontre des préconisations de la ministre du Travail. Je regarde
Le taux d'érosion, 15% des salariés à travailler à la maison à la fin du mois d'octobre, 23% à la fin du mois de novembre, contre 25% au printemps. Donc ça diminue le nombre de salariés qui travaillent à la maison. Les patrons aiment bien avoir visiblement leurs salariés sur le lieu de travail. C'est totalement contradictoire parce que début janvier, on nous dit quoi? On nous dit c'est 1 jour par semaine où chacun peut retourner dans son entreprise. Ça fait du bien aussi de temps en temps de retourner un peu sur son lieu de travail, d'être pas tout le temps devant son ordinateur, dans sa chambre, à voir personne, etc. C'est vrai qu'il y a des contraintes sanitaires, chacun reste à distance, etc. Chacun met un masque. C'est hyper respecté dans toutes les entreprises de France. Et là, on a l'air de dire attention, il n'y a pas du tout de respect. C'est totalement faux. Tout le monde respecte au maximum. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un patron de TPE, de PME qui a envie que ses salariés soient malades? Pas du tout. Il fait tout au contraire pour les protéger aujourd'hui. Donc, c'est complètement en décalé par rapport à ce que vivent d'abord les salariés dans les entreprises, où d'ailleurs, il faut le dire, ils sont volontaires souvent pour revenir au moins 1 jour par semaine dans leur entreprise. Ça, les dispositions législatives le permettent maintenant, c'est de revenir 1 jour par semaine. Oui, mais là, on a l'impression, quand on écoute la ministre, vous l'avez entendu comme moi, qu'elle voudrait nous faire retourner en arrière et nous dire qu'il faudrait absolument que ce soit à 100% en télétravail au maximum. Bah non. Vu la situation sanitaire. Je lui réponds qu'en réalité, chacun fait de son mieux dans les contraintes qui sont hyper lourdes aujourd'hui, et vous le voyez tous, hein, tout le monde dans notre quotidien, on voit à quel point c'est déjà difficile de continuer une activité économique en France. Si on nous met en plus cette espèce de pression, cette espèce de menace, c'est quoi? C'est une responsabilité pénale derrière qu'on va faire jouer? Menace, stop au flicage, Rokhaya Diallo? Ce que je trouve, moi, étonnant dans la déclaration de la ministre, c'est qu'il n'y a absolument aucune mention des conditions de travail. C'est-à-dire que la question de la manière dont les gens travaillent, c'est quand même très important. Et je pense qu'effectivement, il y a peut-être des entreprises qui ont été moins contraignantes sur le fait que leurs salariés travaillent à distance, mais je crois qu'il y a aussi des salariés qui ont besoin de travailler en dehors de chez eux parce que les conditions de travail d'un travail ne sont pas forcément réunies, ils n'ont pas forcément un confort pour avoir un bureau qui leur permet de travailler. Enfin, il y a des questions d'ergonomie aussi qui existent. Cette question-là, il y a des gens qui viennent quand même faire de l'inspection ergonomique dans les entreprises. Est-ce que ces gens-là vont chez les salariés? Donc si Mme Borne veut contrôler, qu'elle contrôle tout et pas uniquement la question du télétravail. Doivent garantir les entreprises à leurs salariés, c'est des conditions de travail correctes. Aujourd'hui, si ce n'est pas garanti, je pense que les salariés devraient avoir le droit de temps en temps de retourner à l'entreprise, non seulement pour avoir des conditions de travail correctes, mais aussi pour interagir socialement avec des gens, parce que c'est difficile en fait. Non mais c'est hyper compliqué à gérer pour ceux qui s'occupent des entreprises, et clairement il faut aussi qu'ils se mettent à leur place. Je ne sais pas si dans leur propre ministère ils appliquent les mêmes règles aussi strictes et aussi contraignantes que ce qu'ils demandent aux entreprises. Regardez la question du nouveau décret là qui vient de paraître, que ça y est, enfin, on a le droit de déjeuner sur son bureau. Oui, je ne savais même pas que c'était interdit. Alors que c'est il faut un décret pour autoriser le salarié à déjeuner à son bureau. Donc à la fois, le ministère demandait que chacun puisse déjeuner à distance des autres, au moins 3 mètres, etc. Donc forcément, ça veut dire que chacun reste un peu sur son bureau, sur son quant à soi, mais on n'a pas le droit de déjeuner au-dessus de son ordinateur et de son clavier. C'est ubuesque. Voilà. Donc il y a une réalité, c'est que chacun d'entre nous fait au mieux. On n'a pas besoin d'être traité un peu comme si on était mineur. Je crois que on n'a pas besoin d'un surveillant chef, quoi. C'est ça. On a tous nos contraintes. On fait tous au mieux dans des conditions qui sont hyper difficiles, hyper stressantes. Mais les entreprises, elles sont beaucoup aidées aussi. Hein. C'est un peu logique aussi que le gouvernement regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises du point de vue sanitaire et des consignes qui ont été données. Face en plus, il y a une circulation du virus qui est de plus en plus active avec les variants qui sont là. Les entreprises sont beaucoup aidées quand elles sont fermées administrativement. Les entreprises qui continuent à travailler et donc qui sont concernées par le télétravail, elles sont quand même beaucoup moins aidées. Alors on leur fait des prêts garantis par l'État, etc. Mais ça, c'est pas cadeau. Il faudra les rembourser. Donc attention. L'économie, la France, elle peut tenir aussi grâce à Geoffroy Lejeune, stop au flicage des entrepreneurs en ce qui concerne le télétravail. Ah oui, moi je suis parfaitement d'accord avec Agnès. Madame Borne est la ministre du Travail d'un pays qui va connaître bientôt une explosion de son taux de chômage. Et je trouve ça fascinant que sa priorité d'aujourd'hui soit de compliquer ou complexifier le retour au travail des gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je ne comprends pas comment on peut à ce point occulter la
la part de liberté qui existe chez chacun d'entre nous. En fait, je veux dire, on a un rapport tous un peu individuel au virus, c'est-à-dire on en a peur ou on n'en a pas peur, on est à risque ou pas à risque, on a besoin... moi, je connais des gens qui sont très heureux en télétravail, y compris... Sauf que l'entreprise, c'est un lieu collectif aussi. Mais attendez, enfin, d'accord, c'est un lieu collectif, mais comment dire, je serais très à l'aise si on obligeait personne à travailler, à venir travailler, et si on laissait aussi la possibilité à ceux qui en ont besoin. Enfin, on a un rapport différent à notre boulot, et il y en a qui sont très heureux chez eux, qui se sont aménagés un petit cocon et qui ont vécu ça très bien, et d'autres qui ont beaucoup de mal à travailler. À ce compte-là, honnêtement, je ne comprends pas, si vous voulez, pourquoi on est obligé de faire d'avoir ce caractère coercitif en permanence, et cette passion française pour le flicage tout de suite, la contrainte, la menace et la menace de sanctions, je ne vois pas ce que ça peut donner de bon. Donc moi, pour toutes ces raisons, j'ai envie de leur dire, arrêtez de vous occuper de nous. Les entreprises vont, quand elles ont la chance de pouvoir travailler, vont essayer de s'organiser au mieux, et ça va très bien se passer. On n'a pas besoin de Madame Borne pour ça. En fait, pour moi, il y a deux questions. Il y a la question de continuer l'activité économique pendant le virus, et donc du coup, éviter qu'il se propage si jamais un salarié est contaminé, qu'il aille contaminer quelqu'un d'autre. Il y a une deuxième question, c'est celle de la protection du salarié. Et en fait, eux, ils sont tellement enfermés dans un monde où il faut empêcher que le virus se propage et qu'ils ne voient rien de ce qui se passe autour. Et en plus, ils ont tellement pas de stratégie long terme que vous avez raison, on ne comprend rien. On ne comprend rien à ce qui se passe. Et donc là, le flicage qu'ils nous font, c'est un flicage qu'on n'a pas vu venir, on comprend pas dans quel sens est-ce qu'ils veulent nous faire aller. Et en fait, comme la plupart de leurs mesures par rapport à tout ce qui ne concerne pas confinement ou couvre-feu, on comprend rien, quoi. Justement, on va voir si Agnès Verdier, et j'ai l'impression quand même que vous étiez à peu près tous sur la même longueur d'onde, c'est l'heure de distribuer les cartons rouges ou les cartons verts. Geoffroy Lejeune. Carton vert, sans discussion. Ouais. Que Madame Borne foute la paix aux entreprises. Oui, puis qu'on laisse les gens dans la... Enfin, c'est une des rares libertés, enfin, c'est un des rares trucs qui nous reste, c'est de pouvoir aller travailler. C'est ce qui échappe aux mesures de confinement, donc profitons-en. Ok, Yaya Diallo. Oui, je suis convaincue aussi. Je pense que le gouvernement s'y prend très très mal et se préoccupe finalement bien peu du confort des salariés. Oui, c'est un flicage qui a tellement pas de sens que les salariés derrière, on sait pas comment ils le vivront. Avec carton plein pour Agnès Verdier-Molinier, Madame Borne, le message est passé, vous avez entendu. Laisser les entreprises, les chefs d'entreprise s'organiser avec leurs salariés. Lou Boyard, porte-parole du mouvement Solidarité étudiante. L'État, c'est une première. L'État a été condamné pour carence fautive dans la lutte contre le réchauffement climatique. La justice reconnaît donc pour la première fois que l'État a commis une faute en se montrant incapable de tenir ses engagements dans la réduction des gaz à effet de serre, ce qui réjouissait il y a quelques minutes dans le 120% News Yannick Jadot, potentiel candidat à l'élection présidentielle. Depuis des années, on nous dit, les scientifiques disent, si on n'agit pas maintenant, en urgence, ça va être le chaos climatique. Et si on agit, on crée de l'emploi, on améliore nos logements, on crée des entreprises de renouvelables, les transports, l'agriculture. Et vous avez un gouvernement qui, depuis 3 ans et demi, renonce, recule, fait des promesses, mais n'agit pas. Et ce qu'a dit la justice, c'est qu'au nom de l'intérêt supérieur, de l'intérêt général, de notre santé, l'État doit maintenant agir. Les associations qui ont porté plainte ont reçu 1 euro symbolique. Tant mieux si l'État a été condamné. Il est temps de passer aux vraies sanctions. Lou Boyard, 90 secondes pour convaincre. Top chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie. Je vais vous en parler parce que je viens d'une génération qui a créé des centaines de collectifs sur le climat. On a organisé des manifestations mondiales. Et grâce à ça, on a obtenu la Convention citoyenne pour le climat qui nous a fait un débat public pendant un certain temps. Mais les propositions ne sont pas à la hauteur des revendications des manifestations. Mais aujourd'hui, les choses ont avancé. Le tribunal administratif de Paris a condamné l'État pour carence fautive, c'est-à-dire pour ne pas avoir respecté ses engagements quant à la réduction des gaz à effet de serre. Beaucoup d'entre nous voient ça comme une bonne nouvelle. Le pouvoir judiciaire qui contraint le pouvoir politique à agir sur un sujet sur lequel le gouvernement était toujours frileux quand il fallait prendre des bonnes décisions. Mais il y a quand même un problème. C'est pas au pouvoir judiciaire de dicter des actes écologiques au pouvoir politique. Que l'État soit condamné par un tribunal pour son inaction politique, c'est la preuve d'un dysfonctionnement. À la fois parce que le pouvoir judiciaire, il est plus au fait sur les questions écologiques que le gouvernement, mais aussi parce que les tribunaux, aujourd'hui, ils sont plus connectés aux réalités des jeunes que le pouvoir politique. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut se rappeler que cette décision, elle est avant tout symbolique. Les 100 entreprises qui polluent le plus vont continuer de polluer. L'État ne va pas passer directement à la transition écologique. Et dans 100 ans, il va toujours faire 50 degrés à Paris. Et en fait, le problème, c'est le pouvoir politique qui est laxiste avec les gros pollueurs. Et pour ça, il y a une solution.
il faut contraindre les gouvernements qui sont collaborateurs avec les pollueurs et il faut permettre aux juges de condamner davantage les États, mais surtout les grosses entreprises qui refusent la transition énergétique et qui vendent l'avenir des jeunes pour quelques milliards d'euros éphémères. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est réglé, c'est l'urgence des sanctions. Agnès Verdier-Molinier, c'est le moment de débattre. Alors, à la fois, je comprends le juge, parce que finalement, c'est l'État qui s'est donné lui-même ses objectifs, qu'il n'atteint pas. Donc, je dis, le juge a raison, puisqu'on ne va pas atteindre moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, et la neutralité d'ici 2050. Mais j'aimerais appeler à votre sagacité cette question. Est-ce qu'on a vraiment raison de prendre ces engagements-là? La France, elle émet 1% des gaz à effet de serre. 1%. Le PIB de la France, ça représente 3%. En tonnes par habitant, on est très très en deçà de ce que produisent des États comme le Qatar ou les Émirats, ou même les États-Unis. Vouloir réduire l'utilisation énergétique de la France, vouloir faire baisser le nucléaire, vouloir faire baisser la consommation d'électricité, vouloir faire baisser les émissions carbone, ça veut dire aussi réduire notre industrie. Pourquoi on est un des pays qui émet le moins? Parce qu'on a le plus détruit notre industrie aussi ces dernières années, il ne faut pas l'oublier. Donc, je suis partagée. À la fois, je dis, le juge a raison, parce que l'État est idiot, il s'est fixé des objectifs inatteignables. On n'atteindra jamais ces objectifs. Ou alors, si on les atteint, ça veut dire qu'il n'y aura plus une boîte en France dans les prochaines années, tant qu'on n'aura pas trouvé des moyens de produire différemment, etc., etc. Il y a toute la question du nucléaire qui est derrière. Vous avez vu l'augmentation du prix de l'électricité. Vous avez largement commenté ça sur votre antenne. 15% d'augmentation. Une grosse part de cette augmentation, ces dernières années, dans l'augmentation du prix de l'électricité, c'est les taxes pour financer les énergies renouvelables. Donc, attention aux objectifs qu'on se donne. Je pense que le gouvernement les a repoussés déjà, ce gouvernement actuel, parce qu'ils sont inatteignables. Et en réalité, le juge devrait dire aussi, en réalité, ces objectifs, ils sont trop ambitieux et ils vont trop impacter notre économie, notre avenir, notre emploi et mettre trop de monde au chômage. Moi, je pense que les gens sous-estiment vraiment ce qui est en train de se passer avec le réchauffement climatique. Ensuite, pour revenir sur le fondement juridique, en fait, là, cette décision, elle est basée sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, c'est un traité, c'est pas la France qui s'est engagée seule, elle s'est engagée avec d'autres États. L'article 3 de la Charte de l'environnement, Jacques Chirac, on se rappelle la tribune de l'ONU, notre planète brûle. En fait, si la France, elle a pris ses engagements, c'est parce qu'elle les a pas pris seule, elle les a pris avec le monde entier. Et personne sur cette planète ne respecte ses engagements climatiques. Et si jamais la France dit oui, mais notre chômage, notre industrie, tout ça, les autres pays ils vont dire mais la France ne le fait pas, pourquoi est-ce que nous? Voilà, en fait il faut que la planète personne ne le respecte. Par exemple, l'Allemagne elle-même produit plus de carbone que nous. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On ferme des centrales nucléaires et on importe de l'électricité produite dans des centrales à charbon en Allemagne. Donc il y a un moment où on se dit mais attends, c'est quoi cette histoire? Quelle est la logique dans tout ça? Donc est-ce qu'on peut se dire que si personne respecte, est-ce qu'on ne pourrait pas se donner des objectifs qui soient cohérents par rapport aux autres pays, plutôt que se tirer une balle dans le pied en s'empêchant de produire chez nous? Voilà. Ok, Diallo. Je ne suis pas certaine qu'on ait le luxe en fait de pouvoir se donner des objectifs qui vont de pair avec nos intérêts industriels, dans le sens où la planète c'est pas un bien c'est pas un bien qui est infini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette question-là, alors après peut-être que notre génération ne sera pas directement affectée, mais c'est qu'est-ce qu'on lègue en fait aux générations qui vont venir. Et je pense que là-dessus on a une responsabilité. Est-ce qu'on doit soumettre le destin de notre planète, le destin de notre bien commun à des impératifs industriels? Je ne le pense pas. Ce que je trouve donc il faut sanctionner. Louis a raison. Je pense que il faut outre l'État, il faut sanctionner les pollueurs. Il faut que la France, effectivement, il faut que la France se donne des impératifs. Elle ne peut pas juste se justifier en ayant pas d'impératif en disant que ses voisins sont pires. Enfin, je trouve que ça ne tient pas debout. Par ailleurs, ce que je trouve intéressant dans cette décision, c'est qu'on reconnaît un préjudice écologique et qu'on reconnaît le fait que la France, d'une manière, alors avec d'autres, a un impact sur la modification de la composition de l'atmosphère. C'est ça en fait qui est en train d'être dit, c'est que la France, par son absence de disposition, l'absence de disposition qu'elle a prise, elle impacte très directement la composition de l'atmosphère et participe à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, je pense qu'on n'a pas les moyens en fait de faire autrement. Louis Boyard et puis Geoffroy Lejeune. Moi, quand je pense en fait au réchauffement climatique, on dit oui, les générations elles pensent à elles, mais moi je pense surtout à mes enfants en fait, le monde que je vais leur léguer. Et si je pense à court terme au chômage, à l'industrie, tout ça, qu'est-ce qu'il en va en être des 250 millions
millions de réfugiés climatiques qui vont venir dans notre pays. Et nous, on sera en train de gérer nos problèmes, on ne sera pas en capacité de les nourrir parce qu'on n'aura pas préparé le réchauffement climatique. La France, on pense souvent à la métropole, mais on a plein de DROMCOM. Qu'est-ce qui va en être, par exemple, de l'île de la Réunion, avec la montée des eaux? Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces populations-là? Il faut arrêter de penser court terme. Le monde va changer. Parce qu'on va penser France, on va penser monde. Je ne propose pas du tout de penser court terme. Je propose de penser beaucoup plus long terme, au contraire. Je pense que 2030, 2035, 2050, c'est beaucoup trop proche de nous pour se donner ces objectifs-là. Et que, vous le savez vous-même, on les atteindra jamais. Donc à quoi ça sert de voter des objectifs qui sont inatteignables, à part nous frustrer, à part nous diviser, à part finalement créer de la polémique, alors qu'il faudrait au contraire être unis sur ce genre de questions, mais plutôt se donner des objectifs à atteindre d'ici 100 ans, 150 ans. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, là, tels qu'ils sont votés et tels qu'ils sont inscrits dans les textes qu'on a adoptés, eh bien, c'est tout à fait impossible. Geoffroy Lejeune, alors urgence des sanctions contre les pollueurs. Je trouve que rien ne va dans cette affaire. Déjà, pour commencer, vous savez, je repense à l'accord de Paris, qui était en fait une intention, purement une déclaration en réalité d'intention, qui n'a été suivie quasiment d'aucun effet. C'est-à-dire que nous, on l'a pas respecté, mais les autres non plus. Donc c'est-à-dire que je me souviens comme du Raoult à l'époque, on a expliqué qu'on avait sauvé le monde. Laurent Fabius nous a dit qu'on avait sauvé le monde. Bon, en réalité, il s'est strictement rien passé. Et en fait, j'ai l'impression de voir... C'est bien le problème. Exact, mais j'ai l'impression de voir exactement la même chose. C'est que se réjouir aujourd'hui, mais d'ailleurs, ce que vous avez un peu dit, se réjouir aujourd'hui d'une condamnation, je vois pas, si vous voulez, en plus, elle est absolument pas impactante, l'euro symbolique, qui va aux ONG. Absolument, mais enfin, c'est 1 euro. L'État va s'en remettre pour une fois, une sanction qui va pas trop l'affecter. Oui. Et donc, pour cette raison-là, je ne vois rien d'autre que du maquillage, de la peinture, du marketing, de la communication, alors qu'en réalité, il y a un vrai débat à avoir, qu'on ne peut pas avoir du coup dans ce genre de contexte. Donc, moi, je suis prêt à avoir une discussion sur la manière de changer de modèle, pour que ce soit compatible avec des objectifs écologiques. Je suis pas, moi, pour la mondialisation effrénée, pour les cargos sur la mer, etc. Je considère qu'en tout cas, ça se discute et ça mériterait d'être vraiment discuté. Sauf que pour l'instant, on non, mais sauf qu'on va de discussion en discussion, de colloque en colloque, de COP21 en COP29. Réalité... On va de grands sommets internationaux sur le climat. Et en fait, quand on a terminé un sommet international sur le climat, on dit qu'est-ce qu'on a bien travaillé, on a pris des engagements, et puis derrière, là, Louis a raison, les grandes entreprises ou les condamnations symboliques, ça continue, même si on avance au niveau de la recherche et du développement et qu'on arrive à des moteurs qui sont moins polluants. Enfin, c'est quand même business as usual. Mais le problème, c'est qu'en fait, plus la situation perdure, plus il y a de marketing en réalité. Moi, ça qui me rend fou dans l'histoire de l'écologie, c'est qu'en fait, vous constatez qu'il y a zéro... Il n'y a pas d'urgence climatique selon vous ? Non, j'ai pas dit... Non, mais je vous pose la question. Je pense qu'il y a un problème avec la manière dont on utilise les ressources de la planète. En fait, il y a une folie qui s'est emparée. Mais est-ce qu'il y a une urgence ? Est-ce qu'il y a une urgence climatique ? Je ne sais pas s'il y a une urgence climatique. En revanche, ce que je vous dis, c'est que je pense qu'il y a un problème dans la manière dont nous, notre postmodernité et notre folie, s'est emparée des ressources de la planète et a décidé qu'elles étaient utilisables à merci. Moi, je considère qu'il faudrait avoir cette discussion. Donc il y a une urgence. Donc en fait, d'une certaine façon, oui, il y a une urgence. Mais j'ai du mal à prendre, au sérieux. Et pardon, après je vous laisse répondre. J'ai du mal à prendre au sérieux les écologistes qui aujourd'hui nous expliquent qu'il faut changer de modèle et qui balaient en même temps du revers de la main la solution du nucléaire. C'est-à-dire que c'est pour l'instant la seule solution qu'on ait, qui a été inventée par le général de Gaulle et par ses gouvernements, qui a été une solution dans laquelle on a été pionnier. Et aujourd'hui, si vous voulez, pour ne parler que de la France, on a Emmanuel Macron qui nous explique, qui nous fait des grands raouts où il se met devant un fond vert, exactement, tout en fermant Fessenheim. À la fin, la solution n'existe pas. Et c'est cette impasse dans laquelle on est engagé aujourd'hui qui rend fou parce que... En fait, le problème, c'est qu'on n'organise rien. Enfin, on dit oui, mais en fait, on croit surtout au marché qui va s'équilibrer tout seul. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, on parle beaucoup des questions énergétiques, mais il y a beaucoup d'autres choses. Dans le monde, 14,5 des émissions de gaz à effet de serre, ça vient de la consommation de viande. Et je vous parle même pas de tout ce qui est élevage pour plein d'autres raisons, mais il faut aussi questionner notre rapport à la consommation. Et si jamais on dit aux gens, mais en fait, il faut... mais pour changer, il faut de la contrainte. Mais en fait, oui, si jamais il faut de la contrainte. Si jamais on demande... Il faut de la sanction, il faut de la contrainte, parce que sinon on le fera pas de nous-mêmes. Personne ne le fera de soi-même. Par exemple, les grandes entreprises agricoles, quel intérêt elles ont passé au bio ? Ça leur ferait perdre de l'argent. Mais en fait, non, c'est pas vrai, parce que pour le coup, il y a un intérêt marketing là pour le coup, et même un intérêt comme bio, il va bien, lui, commercial, exactement. Donc il y a quand même déjà des choses qui sont enclenchées. Moi, ce qui me dérange juste dans votre argumentaire et cette passion de la sanction, toujours de devoir aller taper au portefeuille, mais je vais vous dire, en fait, vous êtes déjà très écouté. Barbara Pompili, il y a quelques temps, a parlé du délit d'écocide, qui est quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire en gros d'assassiner la planète. Et elle a expliqué dans une interview, dans une matinale radio, que dorénavant, on pourrait, alors elle s'est
c'est vaguement reprise derrière, mais c'est quand même son intention qui était traduite, on pourrait sanctionner des entreprises qui polluaient sans le savoir. C'est-à-dire qu'on bascule dans quelque chose de juridiquement extrêmement aventureux, où en fait, si vous voulez, vous trouverez toujours des coupables à assassiner, ou des gens à désigner, à pointer du doigt. Moi, je trouve, sans réflexion sur les véritables choses à changer, vous en arrivez à désigner des coupables, à les exécuter en place publique, et vous ne réglez aucun Agnès Verdier-Molinier, rapidement, et puis Louis. C'est qu'il y a des très bonnes intentions, et ensuite, c'est catastrophique économiquement. Par exemple, les panneaux photovoltaïques, ils ne sont pas produits en France, ils sont produits en Chine. Et ils arrivent comment? Par des cargos. Qui polluent. Donc, les batteries, elles ne sont pas produites en France, elles sont produites aussi en Chine. Les batteries lithium, c'est des terres rares en plus. Alors, on nous dit il faut tout changer, il faut sortir du nucléaire, il faut faire du photovoltaïque, etc. Et on va produire où? Ailleurs. Et pourquoi? Parce qu'on taxe tellement pour dire que finalement il faut sanctionner, etc., etc. Mais on est le pays qui est parmi ceux qui sanctionnent le plus, qui ont le plus de taxes, justement soi-disant écologiques. Donc qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a une impossibilité à produire chez nous, et donc on tourne en rond. Et on produit quoi finalement? Du chômage. Donc moi je veux bien, mais comment est-ce que finalement est-ce qu'on définit un projet qui soit respectueux certes de l'environnement et de notre avenir, voilà, mais de l'autre côté qui nous crée des emplois chez nous. Et ça, pour l'instant, vous ne croyez pas la croissance verte? j'ai jamais vu de chiffres qui me permettent de croire que des décisions qui sont prises aujourd'hui, elles vont nous permettre de créer des emplois. Puisqu'on parle écologie, on va voir si vous avez des rouges ou des verts. Et plutôt intéressant que vous ayez des verts, mon cher Louis Boyard. On y va pour le jugement de vos 3 débatteurs. Alors, vert ou rouge, Rokhaya Diallo, urgence des sanctions pour faire avancer la cause écologique. Regardez le convaincu avec le point d'interrogation, on pourrait faire l'écriture inclusive quand même. Ah non, après on n'a pas les bandeaux, alors dites-moi. Alors moi je suis convaincue, Convaincu, le vert pour Rokhaya Diallo. Agnès Verdier-Molinier. Non, moi personnellement non. Parce que je comprends que l'État ait été sanctionné parce que c'est son style de toujours s'engager à des trucs qu'il ne fait pas. Mais néanmoins, je trouve les objectifs... beaucoup trop, finalement... Pas convaincu. Non, mais dangereux pour notre économie. Et même dangereux. Oui, voilà. Geoffroy Lejeune. Pas convaincu du tout parce que la sanction, en réalité, ne sanctionne pas l'absence de stratégie, elle sanctionne juste pour se donner une bonne conscience tout à coup et faire plaisir à quelques militants. Donc je pense que ça ne mène à rien. En ce qui concerne votre demande, on me dit là dans l'oreillette, c'est en cours effectivement d'être réglé parce que c'est tout simplement logique, quand c'est une femme qui dit qu'elle est convaincue, qu'on accorde l'adjectif. Donc ce sera fait dans les tout prochains jours. Rokhaya Diallo. Merci. On va terminer avec vous justement. Qui fait la une de Valeurs Actuelles, le magazine conservateur de Geoffroy Lejeune? C'est la chanteuse Camélia Jordana, symbole de ceux qui détestent l'homme blanc. Camélia Jordana, critiquée, attaquée parce qu'elle a parlé de la police qui massacre, des icônes qui étaient Deneuve et Bardot. Pour elle, ce n'étaient pas des icônes féministes, parce qu'elle a critiqué l'homme blanc. Donc, stop, c'est ce que vous dites. Toutes les féministes doivent pouvoir aujourd'hui s'exprimer, revendiquer, quelle que soit leur idée, sans pour autant être la cible de toutes les attaques. 90 secondes pour convaincre. Rokhaya Diallo, c'est parti. Alors, mon intention n'était pas nécessairement de m'attarder sur cette une que je trouve particulièrement violente, mais de revenir sur la manière dont le propos des féministes est systématiquement remis en question et fait l'objet d'une forme de panique que je trouve un petit peu exagérée. Donc, il y a cette question, comment faire pour que les hommes cessent de violer? C'est une simple question qui a valu la suspension de plusieurs comptes féministes. La première victime est une féministe de Twitter qui s'appelle Mélusine, dont le compte a été suspendu pour infraction aux règles de Twitter relatives aux conduites haineuses. Et du fait de signalements massifs de personnes qui étaient heurtées par cette simple question, d'autres féministes ont essayé de la soutenir et ont vu leur compte disparaître. Ce qui m'intéresse en fait dans tout ça, c'est vraiment le vent de panique devant des évidences. La question, c'est comment faire pour que les hommes cessent de violer. Des interrogations frontales de la question du sexisme. Et effectivement, on a vu de la panique après, il y a quelques mois, autour d'Alice Coffin, plus récemment autour de Camélia Jordana. Et pourtant, les chiffres sont accablants. 96% des victimes de viol sont des femmes. 98% des personnes condamnées pour des infractions sexuelles sont des hommes. La violence a un genre. Et ce genre est masculin. Après le MeToo, on a vu effectivement une parole mieux entendue. Et pourtant, on entend toujours cette volonté de vouloir préciser « Attention, tous les hommes ne sont pas violents ». Ce fameux « Not all men », comme s'il fallait absolument être lisse, agréable pour pouvoir dénoncer le sexisme. Et pourtant, les gens devraient être davantage choqués par le fait que les violences existent plutôt que par le fait qu'on parle des hommes. Ce n'est pas ni le procès ni la haine des hommes, mais un constat simple. Et on n'a toujours pas de réponse à cette question. Comment faire pour que les hommes cessent de violer?
C'est dit, c'est fait, et laissons parler Camilla Jordana sans pour autant subir toutes les attaques possibles, imaginables. Geoffroy Lejeune, allez-y, c'est vous place au débat et c'est vous le premier à répondre. Alors déjà, moi je suis pour que Camilla Jordana parle, parce que plus elle parle, plus elle convainc les gens de ne pas être d'accord avec elle. Donc c'est pas du tout un vent de panique, au contraire, moi je suis pour qu'elle parle, et je suis pour aussi qu'on ait le droit de lui répondre. C'est ce qu'on a essayé de faire cette semaine dans Valeurs Actuelles, pour critiquer un peu son positionnement, ce qu'elle disait, etc. Moi, Rokhaya, j'ai une question à vous poser, c'est comment pouvez-vous, parce que honnêtement il n'est pas question de viol du tout dans cette affaire, vraiment, elle a prononcé cette phrase, elle a dit l'homme est responsable dans l'inconscient collectif de tous les maux de la terre. Comment pouvez-vous justifier cette phrase? C'est une vraie question. C'est-à-dire que, est-ce que vous trouvez ça normal, juste, intelligent, étayé et démontrable? En tout cas, en termes de violence sexiste, 98%, je trouve ça quand même assez implacable. Pour moi, c'est une réalité qui est documentée, qui est genrée. La violence, de manière générale, elle est sexuée et effectivement, elle est à l'origine, elle est gérée. Et après, moi, par rapport au fait que Camilla Jordana ait le droit de s'exprimer, je trouve que lui répondre de cette manière-là, en mettant son visage en avant, en l'accusant d'en vouloir à l'homme blanc au singulier, je trouve que c'est violent. Ça dérapage, c'est inutile. Oui, mais c'est pas le premier de Valeurs Actuelles, malheureusement. Effectivement, régulièrement, vous ciblez des personnes. Il y a eu la phase de Lilian Thuram, Alice Coffin, aujourd'hui c'est Camilla Jordana. Demain ce sera un autre antiraciste ou une autre féministe, mais c'est quand même une manière de faire. C'est du racisme à l'envers. En tout cas, c'est surtout du buzz. Je pense que ce que vous voulez, c'est aussi qu'il y ait des réactions. Mais absolument pas. Je veux dire, mais attendez, je me permets de dire que c'est même exactement l'inverse d'un dérapage, au sens où c'est une réaction à une prise de position publique exprimée par Camilla Jordana, qui, au-delà du fait qu'elle est chanteuse, a des positions quand même assez tranchées. On a le droit de pas être d'accord avec elle, on a le droit de lui répondre, et c'est pas un dérapage que de dire qu'aujourd'hui elle est devenue une des égéries d'un mouvement qui vise à accuser l'homme blanc. C'est plutôt Camilla Jordana qui a dérapé avec. Ah mais c'est un énorme dérapage. Moi je me fiche qu'elle dérape. Je veux dire, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Mais non, le problème c'est que vous avez répondu complètement à côté. Pardon, mais on parle pas de violence sexuelle depuis le début dans cette histoire. Non mais moi ce que c'était ça, c'était l'objet. J'ai pas répondu à côté. C'est l'objet de mon propos en fait. Mais pourquoi Camilla Jordana aujourd'hui? C'est parce que elle vient Alice se faire hier, c'est aussi Valeurs Actuelles. Mais c'est pas du tout. J'ai pas fait de couverture sur elle. Il y avait plusieurs personnes. Si avec Geoffroy de la Gannerie, plusieurs personnes. Elle m'a accusé, moi, à titre personnel, de l'avoir violenté. C'était une diffamation et c'était absolument faux. Donc je me suis défendu, mais pas du tout dans le journal. Je l'ai attaqué en justice. Ça n'a rien à voir. Mais en revanche, dans le cadre de Camilla Jordana ou de Lilian Thuram hier, vous avez raison, c'est la même chose. Il y a un mouvement, aujourd'hui incarné par des personnalités, de temps en temps, qui généralise en fait, c'est ça ? Mais qui non seulement généralise, essentialise. Rokhaya, qui est beaucoup plus intelligente, c'est exactement de quoi je parle. Vous êtes la porte-parole de la même chose, d'un mouvement visant à expliquer aujourd'hui, visant à culpabiliser l'homme blanc patriarcal occidental de ce qu'elle dit. Tout est mot de la terre. Aujourd'hui, comment dire, en plus c'est un combat qui est importé des États-Unis, des facs américaines, qui aujourd'hui. Le racisme, ça existe en France. On a pas besoin des États-Unis. Je ne parle pas de racisme. Le sexisme. Je parle de cette culpabilisation, de cette espèce de match retour qu'on essaie de nous imposer aujourd'hui, de cette façon de tout le temps mettre en avant la couleur de peau, chose qui n'existait pas. Moi, je vous invite à lire Sartre, à lire Fanon, à lire Colette Guillaumin, à lire Albert Memmi. Il y a des gens qui ont écrit sur la couleur de peau bien avant qu'on parle de cette importation supposée des États-Unis. Agnès Verdier-Molinier. Écoutez, vraiment, là, je suis très loin de mes bases et des travaux que je mène en règle générale à la Fondation IFRAP. Et donc, je vais parler vraiment à titre personnel. Je ne crois pas qu'en France, les femmes soient empêchées de parler. Voilà. Personnellement. Voilà, en tant que femme, on m'a jamais empêché de parler. J'ai toujours dit ce que j'avais à dire sur la gestion de l'État. Voilà, j'ai encore sorti un livre là. Je dis énormément de choses, extrêmement cash. Personne ne m'a jamais empêché de parler. Je pense qu'il y a des pays où les femmes sont empêchées de parler, effectivement, où les femmes sont maltraitées. Qu'on dénonce beaucoup moins ? Beaucoup que les plus féministes, que chez nous. Que les féministes dénoncent beaucoup moins ? Écoutez, il y a des pays où les femmes sont... C'est plus facile de parler des femmes victimes en France que dans d'autres pays ? Non, mais j'aimerais qu'on rétablisse aussi les choses. On est quand même un pays où il y a beaucoup de liberté, où il y a beaucoup de liberté d'expression, où des chanteuses, des femmes politiques, Les féministes ont choisi un combat facile, quoi, en fait. Ce que je dis, c'est que notre pays n'est pas le pays où les femmes sont les plus... empêchées de parler, empêchées de travailler, empêchées finalement de vivre en toute liberté. Je pense que chez nous, en France, il y a une vraie liberté. Il y a une liberté pour s'engager. Il y a une liberté aussi pour s'engager en politique. Il y a une liberté pour défendre ses idées. Que les femmes... Donc la pression de l'homme blanc en France ou du patriarcat
Mais écoutez, est-ce qu'on parle des années que nous vivons aujourd'hui ou est-ce qu'on parle des années 50 Aujourd'hui, on a une vraie liberté, on a une possibilité, on peut créer des entreprises, on peut s'engager dans notre travail, on est complètement libre de gérer ses propres finances. On peut acheter un bien, on peut faire. En quoi est-ce que les femmes seraient si maltraitées chez nous? Je pose la question parce que j'ai l'impression parfois quand j'entends certains débats qu'on serait un pays qui maltraite particulièrement les femmes. Je ne pense pas que ce soit la vérité dans notre pays. Alors, moi je parle de la France parce que je suis française, c'est le pays que je connais. Évidemment, il y a plein de problèmes dans plein de pays du monde, mais ce qui m'intéresse, c'est la France. Quand on me dit que les femmes sont très bien représentées en politique, je rappelle quand même que la dernière première ministre en France, c'était Édith Cresson, c'était en 1991. Et elle est restée 6 mois à peu près, elle s'en est pris plein la tête. Quand Ségolène Royal s'est présentée à l'élection présidentielle en 2007, elle s'en est aussi pris plein la tête. Je pense que ce n'est pas complètement un pays idéal pour les femmes. C'est un pays aussi qu'il y a la parité en politique. Sur les listes, il y a un homme, une femme, un homme, une femme. Bien entendu, mais il y a encore que 39% de femmes à l'Assemblée nationale. Il y en a plus, par exemple, en proportion au Rwanda. Il y a des pays... Peu dans les conseils d'administration. Voilà, dans les conseils d'administration. Enfin, je veux dire, dans la production, par exemple, si on regarde la réalisation de films, il y a un collectif qui s'appelle le collectif 50-50 qui œuvre pour qu'il y ait des femmes réalisatrices, pour qu'il y ait davantage. Donc je pense que, évidemment, on n'est pas le pire de pays, mais on est quand même un pays qui dit liberté, égalité, fraternité. Donc c'est normal d'avoir une exigence pour que cette devise prenne effet concrètement dans notre quotidien. Loup Boyard. Moi je trouve que ce débat il est pas honnête parce que, oui, il y a d'autres pays où c'est infâme, c'est horrible. Mais je suis un mec et là j'entends les meufs de mon âge qui me parlent. Être une femme en France c'est pas cool quoi. On peut pas rentrer le soir sans se faire emmerder par un mec. Combien de femmes sont chefs d'entreprise? Encore hier, à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, vice-présidente du groupe La France Insoumise, recevait une insulte sexiste en entrant dans la tribune. Bien sûr, on n'est pas en Arabie Saoudite, mais c'est pas pour autant que la France est parfaite, et c'est pas pour autant que c'est insulter ces femmes pour qui il faut se battre que de défendre les femmes sur ce qui se passe en France. Et au sujet de cette une, je la trouve malhonnête parce que elle me fait assez penser à moi. En fait, je suis pas un professionnel de la politique, c'est pas une professionnelle de la politique. Elle essaie juste de parler de ce qui lui tient à cœur et parfois elle le fait très maladroitement. Et quand vous dites que elle a une haine de l'homme blanc, moi j'ai une citation de elle qui dit je ne veux blesser personne par mes propos. Quand j'ai parlé de vieil homme blanc riche, c'était une sorte de métaphore pour désigner en quelques mots qui détient les pouvoirs depuis des siècles et des siècles. Vous êtes journaliste, vous savez qu'elle ne critique pas les hommes blancs en qui elle aurait la haine, mais un système où c'est vrai, regardez par exemple, il y a 100 ans, dans tous les conseils de guerre ou dans tous les parlements, c'était des hommes blancs riches. Et c'est pas une honte que de critiquer ça. Et je trouve que c'est assez malhonnête de dire que parler du féminisme en France, c'est manquer quelque chose dans d'autres pays. Et c'est assez malhonnête de prendre une citation tronquée quand surtout elle s'est expliquée autrement sur d'autres choses, alors qu'en vrai vous êtes journaliste et vous comprenez très bien le fond de son propos. Non, mais parce que je suis journaliste, j'ai lu son interview, c'était en l'occurrence dans le journal L'Obs, et c'est pas du tout tronqué, c'est pas du tout malhonnête, c'est exactement ce qu'elle a voulu dire. On parle quand même de quelqu'un qui nous explique qu'elle a rencontré le patriarcat oppresseur d'aujourd'hui parce qu'un jour elle a failli se faire renverser quand elle était en trottinette électrique par un chauffeur de taxi qui était donc le fameux mâle blanc dominateur et qu'elle en a fait une chanson et un album et qu'aujourd'hui son propos c'est d'aller défendre ça. Pardon, mais on est dans le n'importe quoi. Je veux dire, elle est investie quand même dans le féminisme de manière générale. On vit quand même dans un pays où il y a un viol toutes les 7 minutes, donc on peut aussi parler de choses sérieuses. Quel rapport entre c'est une femme qui est engagée contre les violences sexistes aussi, de manière générale. Non. Elle n'a pas dit ça du tout. Mais c'est ce qu'elle fait. Après, il faut voir ce qu'elle fait au quotidien. Elle va dans les manifestations, elle est engagée. Pardon, elle est engagée, enfin, elle est de tous les combats du moment. Mais c'est très bien. Non, c'est pas des combats du moment, c'est des combats... Elle met sa notoriété au service de cause, et j'ai le droit, pardonnez-moi, même si je suis un homme blanc et que donc j'ai pas le droit de grand-chose. Mais de 50 ans, vous n'avez pas le droit de grand-chose. Vous êtes rédacteur en chef, la plupart des rédacteurs en chef dans ce pays sont des hommes blancs, donc ne me dites pas que vous êtes un homme blanc, vous n'avez pas le droit de grand-chose. Vous avez exactement les mêmes profils que les gens qui font la même profession que vous en France, donc ne me dites pas que vous n'avez pas le droit de grand-chose en France parce que vous êtes un homme blanc, c'est exactement le contraire. Mais non, c'est faux, je suis plus jeune, il y a pour plein de raisons, j'aurais pu ne pas être à ce poste, c'est ridicule de penser comme ça. Bref, moi ce que je vous dis juste, c'est factuel. Ce que je vous dis juste à la fin, c'est que mener ce combat aujourd'hui en laissant croire que, parce que ce sont encore une fois ces termes, l'homme blanc serait responsable de tous les maux et elle se réjouit presque de ce constat, c'est ridicule. Je rappelle qu'en Arabie Saoudite, les femmes ont le droit de conduire depuis 2 ans. Et ça la dérange beaucoup moins manifestement. Mais elle habite pas en Arabie Saoudite. Mais je veux dire, à un moment donné, elle est française. C'est évident que ça la dérange. Vous pensez qu'elle est OK avec ça? C'est malhonnête. Mais c'est fini. Désolé. On va maintenant voir ce que vous en avez pensé. C'est l'heure du verdict.
Camilla Jordana, laissons-la parler, surtout écoutons-la. Convaincue Moi, je ne pense pas qu'elle soit empêchée de parler en France. Elle parle, elle dit ce qu'elle a à dire, il y a du débat. Donc je suis pas d'accord avec le fait que on l'empêche de parler. Je ne crois pas qu'on l'empêche de parler. Geoffroy Lejeune. Alors moi, je suis pas convaincu. Pardon, ok, ça viendra un jour, mais pas aujourd'hui. Je suis pas convaincu du tout. Je suis pour qu'elle parle, évidemment, et je suis pour qu'on puisse lui répondre. C'est ce qu'on a essayé de faire cette semaine. Moi, je pense qu'elle ne peut pas parler parce qu'on la caricature. On caricature ses propos, c'est factuel. Donc moi, je suis assez d'accord. Avec Rokhaya Diallo et ses filles convaincues pas convaincus, nous mettrons un UE promis à partir de la semaine prochaine pour nos débatteuses. Bonne débatteuse, je pense. Débattrices, on est un débatteur, donc on est une débatteuse. On dit débatteuse. Dans un instant, on se retrouve avec Aurélie Casse pour la suite de l'actualité. C'est le dézoom. Demain, 18h, conférence de presse de Jean Castex, Premier ministre, Olivier Véran, ministre de la Santé, Elisabeth Borne, ministre du Travail, Agnès Pannier-Runacher, ministre délégué à l'Industrie. On reparlera donc de la stratégie du gouvernement et de la vaccination. Bonne soirée sur BFM TV et à demain.